Bonjour Sébastien, Bonjour Gustavo, présentez-vous. je m'appelle Sébastien Laboureau, je suis un art advisor et cultural entrepreneur. Je vends des œuvres d'art, d'artistes que j'aime, à mes clients partout dans le monde. Je suis basé à Miami et j'organise aussi des événements. Je suis né en France, j'ai étudié en France, j'ai un peu travaillé en France, mais depuis le début de ma vie professionnelle, je suis parti en dehors de la France. Parce que j'avais envie de rencontrer des personnes d'horizons différents, parce que j'avais envie de vivre des choses différentes de celles que je connaissais dans ma jeunesse, et je n'ai jamais eu l'occasion ni l'opportunité de revenir. Donc j'ai continué mon périple en dehors de la France. Oui, Banksy, c'est un artiste qui est un artiste très spécial, très proche de mon cœur. Parce que c'est un artiste qui aujourd'hui, enfin, après 15 ans de présence et de travail acharné dans le monde de l'art, dans notre monde, obtient une reconnaissance du marché. Les prix de Banksy, comme tu le sais, comme on en a déjà parlé, ont été multipliés par 3 environ au cours des 6 derniers mois de l'année 2020. Ça ne s'est jamais passé dans l'histoire du marché de l'art. Et ce n'est pas une transaction, ni 2, ni 10, ce sont des centaines de transactions. Et donc, puisque le marché a donné une reconnaissance qui a déjà été existante, mais qui s'est démultipliée dans l'année 2020, la demande pour les œuvres de Banksy s'est aussi démultipliée. Et partout dans le monde, notamment en Asie. Et là, pour moi, ça a été une grande révélation aussi, puisque enfin, on a pu découvrir le génie de cet artiste, qui est un artiste anonyme. Personne ne le connaît, personne ne sait qui il est vraiment. Un artiste qui n'a jamais rien fait au hasard. Un artiste qui a toujours créé des œuvres qui étaient porteuses d'un message tellement fort qu'aujourd'hui, dans le monde entier, les gens ont envie d'avoir une de ces œuvres qui porte un de ces messages. Par exemple, si on parle de Bomblove, qui est une petite fille qui tient dans ses bras une bombe. Elle l'embrasse tendrement, comme si elle tenait un jouet, comme si elle avait son jouet avec elle, son doudou. On parle de doudou en France. Et elle sourit, elle n'a pas peur. Et pourtant, elle prend dans ses bras une immense bombe qui menace d'exploser à chaque seconde. Et quand on regarde ça, on a un étrange sentiment, on a une peur immédiate en se disant mon Dieu, cette petite fille va exploser. Et puis finalement, en continuant à regarder l'œuvre, on comprend. Parce qu'elle n'a pas peur. Et pourquoi elle n'a pas peur? Parce qu'elle est empreinte d'amour. Elle est remplie d'amour. En fait, elle embrasse cette bombe avec amour. Et c'est l'amour qui va gagner. Donc elle n'a aucune raison d'avoir peur. C'est pas elle qui va exploser, c'est la bombe qui va exploser. C'est la bombe qui va se détruire ou s'autodétruire sans lui faire de mal. Bomblove, c'est une œuvre qu'il a faite en 2003. Il y a 18 ans. Et qui aujourd'hui est une œuvre que le monde entier se dispute quelque part. Les Asiatiques adorent, les Américains aussi. Partout dans le monde, ce visuel qui est devenu iconique devient une œuvre qui est recherchée par beaucoup de collectionneurs. On peut parler de Pulp Fiction. Pulp Fiction, tout le monde connaît. Quentin Tarantino, c'est l'hymne, c'est le film d'une violence. On ne peut pas avoir un film plus violent que Quentin Tarantino, que ce film-là, que Pulp Fiction. C'est un film qui est rentré dans l'histoire de la cinématographie, au plus haut niveau. Et donc, Banksy prend une image assez connue des deux protagonistes qui tiennent un pistolet, qui sont menaçants, et il remplace ces pistolets par des bananes. Il a fait une œuvre, un print, une litho, très connue sur cette image, mais en fait, il a commencé par faire un mur à Londres. Il a fait un grand mur à Londres en 2003, immense. Tu avais les deux personnages qui menaçaient d'une banane. C'est pas n'importe quelle banane, c'est la banane de Warhol. C'est la banane qu'a créée Warhol pour The Velvet Underground. Donc il prend deux références essentielles de notre histoire, de la culture occidentale, et il en fait un statement. Qui est un statement de quoi? Ça parle de la violence. Ça parle, aux États-Unis, évidemment, on n'arrête pas de parler du gun control. Tout le monde a le droit d'avoir des armes. Mais si je ne suis pas d'accord avec toi, je n'ai pas besoin de te menacer avec une arme. On peut discuter.
On peut ne pas être d'accord sans être violent. Et donc, j'avais une proposition, j'aurais bien aimé faire partie au président Biden, de remplacer toutes les armes aux États-Unis, toutes les armes, on les remplace par des bananes. Et pourquoi pas? Et donc, je ne suis pas content, je ne t'aime pas, eh bien, je sors ma banane et je te menace avec ma banane. Tu ne penses pas que le monde serait bien meilleur? C'est un sujet passionnant aussi avec Banksy, parce que, effectivement, c'est un génie du marketing, mais c'est un génie du marketing parce que c'est à chaque fois fait avec la meilleure des intentions. En tout cas, c'est ce que je ressens quand je le vois. Je n'ai jamais parlé à Banksy. Mais le dernier dont on a parlé il n'y a pas très longtemps, qui pour moi m'a beaucoup ému, c'est Game Changer. Game Changer, cette œuvre qu'il a faite pour rendre hommage au personnel hospitalier, qui quand même, depuis 1 an et demi, prend très très cher pour essayer de sauver le plus de vies possible. Banksy a fait une œuvre, a créé une œuvre, un petit garçon qui a jeté à la poubelle Spider-Man, tous ces héros avec qui il jouait depuis la nuit des temps. Tous nos gamins jouaient depuis la nuit des temps, et puis il joue avec une infirmière. Et c'est ça son nouveau héros, c'est l'infirmière. Banksy crée cette œuvre, la pose dans un hôpital à Londres, avec une lettre en remerciant personnel. Et le lendemain, évidemment, tous les journalistes du monde entier se précipitent à l'hôpital pour voir l'œuvre de Banksy, la dernière œuvre de Banksy, on n'arrête pas d'en parler partout. Et puis cette œuvre a été confiée à Christie's, a été vendue aux enchères pour plus de 20 millions de dollars, et tout a été donné, évidemment, à cet hôpital. Donc c'est ça ce que fait Banksy. Alors on peut appeler ça un coup marketing, évidemment, pourquoi? Il a 15 milliards d'impressions médias, comme on dit, dans le business, mais on peut aussi parler d'une intention, d'une belle intention. Il a voulu toucher le monde et il a utilisé sa notoriété aussi, parce qu'au-delà de l'argent, qui est une chose, ça a été une occasion pour tout le monde de l'art, ou tous les gens qui ont été confrontés à cette histoire, ont vu cette histoire, de s'arrêter 5 minutes et de dire « Waouh, il y a des gens qui sauvent nos vies et il y a des gens qui sont là pour nous tous les jours. » Et donc c'était un vrai hommage sincère que Banksy a pu faire. Et chaque fois que Banksy fait quelque chose, quelque part il y a une intention ou un message qu'il veut partager. Donc là, on a ouvert une photo tout à l'heure de Steve Lazarides, que Steve Lazarides a prise d'une installation dans une exposition très connue de Banksy qui s'appelait Berly Legal, qu'il a faite en 2006 à Los Angeles. Et sa grande installation, ça s'appelait There is an elephant in the room. Alors il a juste pris un éléphant qu'il a peint, de la même couleur que le papier peint, du mur, et il a écrit un message en disant, ben voilà, il y a plein de sujets qui sont tellement gros en face de nous qu'on ne peut pas les ignorer, pourtant on choisit de ne pas en parler. Et il a fait un mur à Londres sur la même thématique qui s'appelait, ça c'est le livre de Banksy, Wall and Peace. C'est lui-même qui a pris les photos de tout un tas d'installations qu'il a fait partout dans le monde. Et je veux te montrer ce mur qui est exceptionnel. Ah ben voilà, regarde, Pulp Fiction. Donc ça commence par ça, le travail de Banksy. Et c'est ça, on parlait de l'art urbain. C'est quoi l'art urbain? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors pour l'art urbain, pour certains, c'est des gens qui peignent dans la rue. Bon, ils peignent dans la rue, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une galerie qui veut la représenter. Puis ça, ils n'ont pas de talent. Et ils ne peuvent pas aller dans des galeries. Bon, en fait, désolé, c'est l'inverse. Parce que pour peindre des trucs comme ça dans la rue, il faut avoir beaucoup de talent. Et en fait, c'est un choix que ces artistes font. Et Banksy, il a fait ce choix-là. Il n'a pas voulu aller dans une galerie. Il a voulu aller partager ses messages dans la rue, avec les gens de la rue. Et donc, il n'en a pas fait un, il n'en a pas fait deux des murs. Excusez-moi, monsieur, on vous dérange? Si on fait trop de bruit, vous nous le dites. Il ronfle un peu. Il a fait des œuvres directement dans la rue pour impacter les gens autour de lui. Oui, alors ça, c'est le coup génial de marketing. Mais c'est aussi le génie artistique, parce que ça va dans les deux sens. L'ironie, le cynisme le plus total, puisqu'il commence à se vendre à des prix considérables. Et donc cette œuvre, c'était une Girl with Balloon, donc cette petite fille qui tient un ballon, qui ne tient plus un ballon, c'est-à-dire le ballon lui échappe. Et en forme de cœur, donc on parle de l'amour. Eh bien, évidemment, cette œuvre qui est la plus iconique de Banksy se vend à des prix records. On est en 2018 chez Sotheby's, super belle œuvre, très très beau cadre, aux enchères. Le commissaire-priseur la vend pour plus d'1 million de pounds. Et là, tout d'un coup, on entend un grand bruit et elle commence
La toile commence à descendre et elle se détruit devant tout le monde. Oh, tous ces gens la regardent en disant mais c'est incroyable. Et ça s'arrête au milieu. C'est-à-dire que la partie du dessus est bien, la partie du dessous est autodétruite. Et là on se dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est quoi? On a détruit l'œuvre. Bon bref. Banksy fait une publication sur son site internet, c'est la façon dont il communique avec le monde. Et puis en fait ils ont changé le nom de l'œuvre, c'est plus Girl with Balloon. Ça s'appelle Love is in the bin. L'amour à la poubelle. Et elle n'est détruite qu'à moitié. La propriétaire qui vient d'acheter l'œuvre dit très calmement, écoutez, vu ce qui s'est passé, ça ne me pose aucun problème qu'elle ait été à moitié détruite, puisqu'elle va valoir sans doute beaucoup plus cher. Après, l'œuvre est partie dans un musée où elle a été montrée à côté d'œuvres de type de Rembrandt, par exemple, et on en a beaucoup parlé. Là aussi, c'est une œuvre qui est devenue iconique, puisque finalement, Sotheby's l'a décrite dans un de leurs communiqués de presse, c'est la création en direct. C'est une œuvre qui a été créée en direct devant tout le monde. On revient à Duchamp, les ready-made, on revient à l'histoire de l'art. C'est là qu'il est génial, Banksy. C'est pas un type qui a décidé de détruire quelque chose en face des gens. Non, il crée une œuvre en direct qui est une œuvre totalement cynique, puisqu'on se moque du monde de l'art qui paye des fortunes pour avoir une œuvre qui veut ou qui ne veut rien dire. Et finalement, cette œuvre à moitié détruite vaut encore plus cher qu'elle ne valait au départ. Et là, Sotheby's vient d'annoncer, donc peut-être que tu l'as vu également, que cette œuvre maintenant, qui s'appelle Love is in the bin, va être vendue aux enchères au mois d'octobre, à la vente du soir de Sotheby's, et les estimés sont entre 4 et 6 millions de pounds. Et je pense que ça va se vendre au moins à ce prix-là. Pourquoi? C'est une des œuvres les plus iconiques maintenant de l'histoire de l'art. Tu la mets à côté de la Joconde. Et d'ailleurs, Banksy, pour revenir sur ça, dans son résumé, dans son curriculum vitae, quand on regarde un peu son site internet, au début notamment, il disait, j'ai exposé au Louvre, j'ai exposé au MoMA, j'ai exposé au Met. Oui, il l'a fait, et il l'a documenté. Il a fait une Mona Lisa avec un smiley, et en 2003, il est allé au Louvre, posé au Louvre. Elle est restée 15 minutes, mais il a donc exposé au Louvre. Il a fait la même chose dans plein de musées partout dans le monde. Et il trouvait des salles un petit peu, parce que personne ne va, il posait ses trucs. Au moment, il a mis une soupe canne qu'il a faite lui-même. Ça a duré aussi un quart d'heure, 20 minutes. Et donc, voilà, il provoque. Après, certains vont dire, c'est du marketing, c'est nul, c'est naze, regardez Duchamp. Excusez-moi, c'est mesdames et messieurs du monde de l'art, mesdames et messieurs de l'élite du monde de l'art, ça ne m'excite pas d'aller voir l'urinoir de Duchamp au MoMA. Ça ne m'excite pas. Oui, Duchamp est un grand artiste. Duchamp a impacté l'histoire de l'art par sa démarche. Mais ça ne me plaît pas d'aller voir un urinoir. Je préfère aller voir une œuvre de Banksy. Je préfère aller voir Love is in the bin, par exemple. Et je n'ai pas peur de dire que finalement, on est dans une démarche qui a impacté le monde de l'art et qui a impacté le monde en général de manière beaucoup plus forte que beaucoup de ces autres œuvres qu'on pourrait donner en référence. L'Asie a toujours été une zone où il y a beaucoup de collectionneurs d'art. C'est pas nouveau, qu'il y ait des grands collectionneurs au Japon, en Corée notamment. Mais ce qui s'est passé avec Covid, c'est que le monde de l'art a connu une transformation extrêmement profonde. On est passé de tout physique à pratiquement tout online. Alors, évidemment, je résume considérablement la situation, mais c'est vrai que le développement du marché online et du marché de l'art online a été décuplé par Covid. Et donc, tous ces collectionneurs qui ont eu plus de temps, pour eux, enfermés chez eux, ont commencé à acheter de l'art. Et Banksy est le produit parfait pour le marché online. Pourquoi? Parce que d'abord, les prints, les lithographies que nous voyons ici, ce sont des œuvres qui sont des éditions. Donc, rien ne ressemble plus à un Pulp Fiction qu'un autre Pulp Fiction. Donc, on peut l'acheter online. On sait qu'il y en a 600. Du moment qu'on sait ce que c'est, on peut l'acheter online. Le seul petit sujet, c'est l'authenticité. Je veux m'assurer que j'ai une œuvre authentique. Et là, c'est tout le génie de Banksy. Il a créé, en 2009, quelque chose qui s'appelle Pest Control Office, qui s'occupe de l'authenticité de toutes les œuvres. Et donc, il y a des certificats. Des certificats très clairs, très précis, référencés pour chacune de ces œuvres-là. Et quand on sait qu'on peut se fier à un institut d'authentification, eh bien, on est beaucoup plus rassuré pour acheter online. Et donc, tous les Asiatiques
notamment les Japonais et les Coréens, qui adorent les visuels, notamment, en plus d'un point de vue artistique, évidemment, il y a des accointances avec Banksy, mais d'un point de vue financier, le marché a pu se développer de manière considérable parce qu'il y avait cette sécurité sur l'authentification. Ça peut paraître idiot, mais il y a très peu d'artistes qui aujourd'hui ont un système d'authentification aussi sophistiqué que celui de Banksy. Avec Pest Control Office, ce sont des gens qui travaillent tous les jours et qu'on peut contacter. Ça veut dire que j'ai un Basquiat aujourd'hui, j'ai un Kissaring aujourd'hui, tous les Authentification Committees, ils ont été dissous. On ne peut plus rien faire. Et donc Banksy a arrivé à développer son marché comme ça. Et les Asiatiques qui, jusqu'à présent, avaient du mal à acheter du Banksy parce que c'était compliqué pour eux d'acheter du Banksy. Il y avait peu de choses online, il fallait s'adresser à des dealers britanniques qui ne connaissaient pas. Et donc, ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin de... Après, je veux parler d'autre chose qui est très important. Et ça, pour moi, c'est même l'essentiel du marché de l'art. L'Asie s'est développée parce que le marché est allé online. Et donc, tous les gens ont pu acheter beaucoup plus facilement. Mais en fait, le marché de l'art, c'est un marché de relationship, c'est un marché de confiance. On doit faire confiance. Confiance. Et là, j'ai un point qui est très important pour moi, parce que je suis un art advisor. Donc, je donne des conseils. Et je remarque que la dématérialisation du marché de l'art, donc acheter des choses online, jusqu'à un certain niveau, ça devient compliqué parce qu'on doit faire confiance aux gens qui l'on achète. C'est un peu triste d'acheter une œuvre online à quelqu'un qu'on ne connaît pas pour 100 000 $. C'est dangereux parce qu'on ne sait pas ce qu'on va recevoir, mais c'est surtout triste parce qu'on ne sait pas ce qu'on achète. On ne sait pas à qui on l'achète. Alors, j'ai trouvé une nouvelle méthode. Je suis un petit peu différent des autres, j'imagine, mais je suis évidemment sur toutes ces plateformes online pour vendre à des nouveaux collectionneurs. Mais je refuse de donner quelque information qui ce soit sans avoir un call, sans qu'on fasse connaissance. Et c'est là que ce monde est devenu un monde merveilleux pour faire des affaires. Parce que aujourd'hui, avec l'équipe asiatique, je fais des Zooms, je fais des FaceTime, je fais des WhatsApp vidéo calls. Mais avant Covid, on ne faisait pas ça. On en avait pourtant, mais ça ne se faisait pas. Aujourd'hui, je peux nouer des relations, des vraies relations de business avec des gens à l'autre bout du globe grâce à cet outil-là. Et c'est des vraies relations. On n'a pas besoin d'être là, juste de se toucher physiquement. On se voit, on se parle, et on peut le faire autant de fois qu'on veut. Eh bien, ça permet de construire des vraies relations. Et à partir de ces vraies relations et de cette confiance, on peut faire du business. Et ça, je pense que c'est l'impact positif qu'a eu Covid aussi sur ce marché. C'est-à-dire qu'on peut, grâce à ces nouveaux outils de communication qui étaient là, mais peu utilisés, on peut vraiment faire créer des relations et faire des affaires. Alors, j'ai écrit, quand Covid est arrivé, j'ai commencé à écrire un catalogue. Parce que j'étais exaspéré. À chaque fois que je tapais Banksy sur Google, online, je tombais soit sur des vendeurs des vendeurs qui utilisaient les visuels de Banksy pour les printer sur des canvas et qui les vendaient pour 15 $. Donc ce n'est pas des copieurs, puisque ce sont des visuels qui sont des visuels complètement iconiques, mais c'est que des gens qui ne vendent pas des œuvres d'art, c'est des gens qui copient des visuels pour vendre de la déco. J'avais ça, où j'avais des dealers et des galeries, très bien au demeurant, mais à chaque fois que je rentrais sur leur site internet, toutes les 5 minutes, you want to buy, you want to sell, you want to buy, you want to sell, c'était exaspérant. Donc j'ai commencé à écrire un site internet qui s'appelle Banksy Explained, qui est en ligne maintenant, où il n'y a rien à vendre, il n'y a rien à acheter. Mais par contre, il y a une base documentaire aujourd'hui qui est la plus importante, qui ait jamais été créée sur Banksy, parce que je parle de tout ce qu'il a fait. C'est pas terminé puisque ce sera le travail d'une vie, donc j'aime bien faire les choses de manière rigoureuse, mais malheureusement, je l'ai mis en ligne avant de tout terminer, quand j'ai réalisé que ça allait prendre des années. Mais il y a beaucoup d'informations sur les prints, beaucoup d'informations sur tous les murals qu'il a fait partout dans le monde, il y a beaucoup d'informations sur les originals, il y a un catalogue de plus de 300 originaux de Banksy que personne n'a fait, mais aussi toutes ses expos, toutes les vidéos qu'il a faites, toutes les installations incroyables qu'il a faites sans jamais vraiment, partager de manière très ouverte avec le monde. Donc j'ai construit cette base documentaire sur Banksy. Et puis j'ai refait mon propre site, qui est le site de Moonstar Fine Arts, où là, j'ai repris
un petit peu, je peux pas le faire pour tous les artistes, j'ai pas l'ambition de construire un catalogue de Warhol, ça a déjà été fait. Mais sur les artistes que j'aime et que je vends, comme Warhol, mais aussi Hockney, Kusama, c'est très varié, c'est que de ce qui est passion. Basquiat, j'essaye d'écrire aussi des catalogues, en tout cas des articles, pour mettre en perspective leur travail par rapport à nos sociétés, mais par rapport aussi au marché et au monde de l'art. Donc j'explique aussi les résultats des ventes aux enchères. Banksy Explain, tous les résultats des ventes aux enchères, tous les Banksy depuis 2019. Eh bien, pour moi, c'est aussi ce que le Covid a apporté au monde de l'art, c'est aussi la transparence. On sait ce qui a été vendu et pour combien. Parce que jusqu'à présent, le monde de l'art était un monde très secret, très feutré, on cache un peu les valeurs, on ne dit pas tout parce que c'est très confidentiel. Mais en fait, il y a une œuvre d'art, il y a un prix, il n'y a aucune raison que tout soit confidentiel. Donc j'ai mis en place cette espèce de base de données géante sur Banksy Explain auquel tout le monde a accès. Et pour moi, mon rêve, je reviens à ça, parce que c'est l'impact que j'ai peut-être envie d'avoir sur ce monde, c'est que les enfants ou les adolescents aillent sur le site et découvrent et apprennent les choses. Pulp Fiction, nous on connaît, hein, mais tu parles à un gamin de 15 ans, il ne connaît pas. Donc quand tu vois sur Banksy Explain, le print Pulp Fiction, il y a des vidéos sur le film. Ça explique ce qu'est ce film-là. J'ai montré à un gamin il n'y a pas très longtemps la Mona Lisa avec un bazooka qu'a fait Banksy. Waouh! Et il savait vaguement ce que c'était la Mona Lisa, mais pas vraiment. Alors du coup, dans Banksy Explain, j'ai fait aussi des éditoriaux. Et j'ai l'aide d'une historienne de l'art qui habite à Miami, qui est une grande directrice d'école d'art. Et on a écrit des éditoriaux pour expliquer l'art aussi à des gens qui ne connaissent pas bien l'art. Donc la Mona Lisa, oui, alors c'est qui? Pourquoi? Combien elle reçoit de visiteurs par an? Ou elle recevait avant Covid? C'est quoi ce sourire? Quelle est cette technique qui a fait d'elle cette œuvre devenue tellement iconique? Eh bien, on en parle sur Banksy Explain. Donc, c'est aussi l'opportunité d'apprendre plein de choses sur l'histoire et sur le monde de l'art. Et ça, c'est un cadeau que je me suis fait, parce que ça m'a fait vraiment plaisir de l'écrire. Mais c'est aussi un cadeau que je voulais faire au monde, avec toute l'arrogance qui me caractérise, parce que je pense qu'on peut vraiment apprendre plein de choses à travers le travail d'un artiste comme Banksy. Et il y en a un qui ne va pas me contredire, hein. Je t'inviterai à regarder mon CV. J'ai fait 10 ans de banque d'affaires chez Goldman Sachs. Je suis ingénieur, j'ai un master de finance. Donc il y en a un qui peut parler un peu de l'art et d'investissement, c'est moi. Et pourtant, j'ai une réaction assez contraire à la plupart des gens qui en parlent. Première réaction, si tu achètes de l'art rien que pour gagner de l'argent, aucun intérêt. Plein de gens se sont cassés la gueule, ont perdu beaucoup d'argent en essayant d'acheter des œuvres simplement parce qu'ils voulaient gagner de l'argent. Donc, ma première réaction, c'est de dire on achète d'abord ce qu'on aime. On va pas, pour gagner purement de l'argent sur des produits financiers, on peut aller à la bourse. Pas besoin d'aller dans le monde de l'art. Maintenant, c'est une pratique, évidemment qu'il y a des gens qui achètent pour revendre et gagner de l'argent. Mais normalement, ces gens-là sont des professionnels. Ça s'appelle des dealers, des marchands d'art. Que font les marchands d'art depuis le début de l'histoire de l'art? Ils achètent des œuvres, qu'a fait Canveller avec Picasso. Il va dans le studio de Picasso, il achète et il revend. C'est un marchand d'art. Évidemment, aujourd'hui, on vit dans un monde où, grâce aux bases de données, grâce à la fluidité de données, tout le monde s'improvise marchand d'art. J'achète parce que je veux gagner de l'argent. Mais quand on ne connaît pas l'histoire de l'art, quand on ne connaît pas l'histoire de tous ces artistes, c'est compliqué de choisir. La réalité, c'est que des artistes comme Warhol, des artistes comme Banksy, des artistes comme Lichtenstein, des artistes comme Basquiat, tous ces plus grands artistes sont restés dans l'histoire de l'art parce que c'était de grands artistes. Parce qu'ils avaient une vraie relation à l'histoire de l'art qui dépassait leur propre expression artistique. Et évidemment, dans ce cadre-là, au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, les grands collectionneurs veulent acheter leurs œuvres. Et comme il y a de plus en plus de collectionneurs, puisqu'il y a de plus en plus de gens riches dans le monde, puisqu'il y a donc de plus en plus de cash disponibles, vont aujourd'hui acheter des œuvres d'art. Je n'ai pas de boule de cristal,
Je ne peux pas te dire, et n'importe quel marchand, n'importe quel galeriste qui va dire, parce qu'on l'entend tous les jours, hein, ah, tu devrais acheter ça parce que ça fait x10 hein, dans 5 ans. Hein. Bon. Bullshit. Pardon, mais bullshit. Puisque on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas. Maintenant, on a des références historiques. Quand on voit un artiste comme Banksy, qui se vend très 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 régulièrement au marché secondaire, on voit des progressions. On peut se dire que raisonnablement, si j'achète aujourd'hui un Banksy, ça vaudra un peu plus cher dans quelques années. Voilà. Mais aujourd'hui, pour être très clair, puisque je n'ai pas vraiment répondu à ta question, et je voulais quand même le reconnaître devant toi, il est raisonnable de penser que quand on achète des artistes très connus, qu'il y a un marché secondaire très fluide, qu'on pourra gagner de l'argent à la revente. Mais 10%, 15%, 20%, 30%, 40%, je pense qu'il est très hasardeux de donner des prédictions. Et surtout, je pense que c'est totalement inutile, parce qu'en réalité, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que quand j'ai une œuvre sur mon mur, et il y en a pas mal hein, autour de nous, quand j'ai une œuvre sur mon mur, eh bien, ça me donne un plaisir, ou ça me donne une expérience, ou ça me donne quelque chose qui est très important dans ma vie, et ça dure toute ma vie. Eh bien, quelle valeur ça a, ça? Quelle valeur ça a? Ça a une valeur, ça n'a pas de prix. Et donc, ce que je dis à tous mes clients, c'est que oui, évidemment, quand on achète quelque chose à un certain prix, il faut que ça reste. C'est un investissement, c'est une partie de son patrimoine. Donc, il faut veiller à acheter les bonnes œuvres à des prix raisonnables. Mais quant à déterminer ce qu'on achète par rapport au retour potentiel, moi, je ne sais pas faire et je n'ai même pas envie d'en parler. Parce que je pense que ce qui est important, c'est qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce qui va avoir un impact dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes amis. Ça, je pense que c'est la question la plus importante. Cette banane, c'est la grande problématique du monde de l'art. Qu'est-ce qu'une œuvre d'art? Combien je suis prêt à acheter une œuvre d'art? Est-ce que mon œuvre d'art est périssable ou va durer pour l'éternité? Parce que c'est ça aussi la question sous-jacente. Mais c'est une question très importante. Parce que, est-ce que cette œuvre-là va durer dans le temps? Et donc, est-ce que la valeur que je lui donne aujourd'hui va continuer et va perdurer dans le temps? Cette banane, c'était une polémique. Donc, il y a plein de gens qui ont hurlé au scandale. Bon. Mais quand je hurle au scandale, je ne vais pas chercher mon Kalachnikov pour aller tuer tout le monde. Voilà. Je m'exprime de manière différente. Et donc, dans cette Amérique qui malheureusement a été très impactée par ce Trump, par cet individu, on est rentré dans une démarche, et j'ai remarqué, où les gens sont beaucoup plus agressifs dans leurs désaccords. Voilà. Et l'espoir que j'ai, c'est avec l'art, on va arriver à se mettre en désaccord sans devenir ennemis. On peut ne pas être d'accord ou être en désaccord très profond sur un sujet, mais on peut encore rigoler et boire un verre ensemble, même si on est en désaccord. Et malheureusement, ce que j'ai remarqué, c'est que aujourd'hui, les gens deviennent beaucoup plus agressifs dans leurs désaccords et radicaux. Voilà. Et ça, encore une fois, je pense que ça passe par les enfants. C'est-à-dire que expliquer aux enfants qu'on a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit de ne pas aimer quelqu'un, on ne peut pas aimer tout le monde. Hein. Voilà. Je t'aime pas, je ne suis pas d'accord. On s'arrête là. Sébastien, c'était un grand plaisir de te voir ici à Miami. Et j'espère de te voir à la fin d'année ici pour la Basel. Gustavo, c'était un grand plaisir pour moi de savoir que tu es venu de France pour venir me voir, de si loin pour venir me voir. Ça me fait très plaisir, toi et ton équipe, parce que vous êtes tous des gens très sympathiques, très professionnels, et c'est un grand plaisir pour moi de vous recevoir, et j'espère surtout qu'on va se revoir très bientôt pour le prochain à Basel, pour parler d'art et de nos passions communes. Merci. Merci.